Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien en ce mois de juillet, que tu es peut-être en vacances d'ailleurs, que tu te languis de l'être si tu ne l'es pas encore. Dans tous les cas, profite bien de cette chaleur, de ce soleil, de ces vacances, surtout si tu es un investisseur. Tu as dû être stressé depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois, donc profite à fond, laisse de côté un petit peu les marchés, relax, tout va bien, tout va très bien, ce n'est que de l'argent, c'est pas grave, le plus important c'est la santé et la famille. Et aujourd'hui, on va parler justement de survivre à une crise. Alors je ne savais pas comment appeler ce podcast. Tu l'auras compris, l'idée est de parler du contexte actuel pas très folichon. Donc je pensais l'appeler également 5 pistes pour investir pour les 5 années à venir, ou encore 5 manières de sortir du système. Voilà, il y a plein de façons de voir les choses. Plus succinctement, survivre à une crise, à la crise actuelle. Et pour revenir sur la situation, ta situation peut-être, que j'ai appelé pas très folichon, et encore moins sur les marchés, en tant qu'investisseur, que je l'ai dit dans la précédente émission, tu as 99% de chances d'être perdant sur les 6 derniers mois, voilà, que ce soit bourse, crypto, même métaux précieux. Donc clairement, donc cette émission, c'est la deuxième partie, si tu te souviens que tu avais écouté la première, qui s'intitulait Investir comme avant, c'est fini. Bah là, c'est la deuxième partie qui complète, parce que sinon l'émission allait être un petit peu trop longue. Donc, la seule chose qui augmente actuellement, ce sont les matières premières. Donc le blé, le maïs, le gaz, le coût de la vie tout simplement. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui ne doit pas être fait? Parce qu'à cette allure-là, on tombe clairement dans une récession, ce qu'on appelle une récession. Donc ça risque aussi de durer encore plus d'un point de vue économique, parce qu'on le sait, la finance peut se reprendre et avoir une vraie dichotomie avec le divorce qu'il y a eu depuis fort longtemps maintenant entre la finance et l'économie. Donc c'est pas parce que la finance va bien que l'économie va bien, et inversement. Donc on peut en avoir pour un petit moment. Donc quelles sont les pistes pour les années à venir? Quoi changer en tant qu'investisseur? Quoi faire pour arrêter ces mauvais investissements? Comment sortir du système en s'enrichissant? C'est tout un programme. Donc si tu n'as pas écouté la première émission, vas-y. Sinon, je te laisserai le faire après, mais c'est mieux de le faire dans le bon ordre. Et si tu ne le fais pas, ça va te sembler un petit peu court ce que je vais te dire dans l'émission d'aujourd'hui, parce que vraiment les deux se complètent. Et c'était l'idée de ne pas avoir une émission trop grosse et que ça soit pertinent. Donc avant de commencer, je te rappelle que pendant une durée limitée, c'était l'annonce lors de ma dernière émission podcast. Donc suite à l'arrêt de certaines de mes offres et de certains de mes services, et à l'ouverture de nouveaux formats d'accompagnement personnalisé, je prends personnellement des appels téléphoniques en ce moment, ce que je n'ai jamais fait, enfin ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et en plus, je vais t'offrir un cadeau dans cette émission. Vraiment, c'est pas une blague, là je viens de le faire, je viens de le terminer. C'est un contenu exclusif qui sera privé, que j'ai enregistré pour te l'offrir suite aux différents retours que j'ai eu lors de mon séminaire et de la dernière émission justement. Il y en a un petit peu moins, mais surtout au séminaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque et des questions qui étaient en suspens. Donc je vais te le proposer gratuitement. C'était vraiment, ça me permet aussi indirectement à moi de répondre à beaucoup de questions et finalement de répondre à beaucoup plus de personnes indirectement. Donc par rapport aux problématiques actuelles. Donc le lien est dans la description, je vais te dire ce que c'est. Donc voilà. Donc non seulement pour ce cadeau que je t'offre, mais aussi pour me faire part de ta situation, de tes attentes directement, si tu veux m'avoir au téléphone. Tu verras, sur les accompagnements, je vais le préciser aussi, il y a 2 formats que je mets en avant maintenant. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas 1, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Donc je te les présente dans la description, pas ici, on n'a pas le temps pour ça. Tu sais lire. Donc tu as tout ce qu'il faut juste en bas. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai eu quelques-uns d'entre vous au téléphone, ma fidèle communauté, enfin quelques-uns, c'est sûr que je crois que j'ai eu quand même une trentaine de personnes depuis 2-3 semaines déjà quand même, donc c'est vraiment top. Donc ça faisait 2-3 ans que j'avais pas passé moi-même les coups de fil. D'habitude c'est plusieurs personnes de mon équipe. Certains, vous avez eu Héloïse au téléphone, vous avez eu Loïc au téléphone. Donc voilà, je voulais le faire, je voulais reprendre le téléphone pour vous avoir en direct. C'était fort plaisant.
Le séminaire, ça m'a donné beaucoup d'énergie, donc je continue encore quelques semaines. Bon, après, je vais avoir un petit peu de congé au mois d'août. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais tout ça pour te dire que si ça vous a plu, je le continue un petit peu, et que l'idée aussi, c'est de le compléter avec ce cadeau que je t'offre. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? On va clôturer bientôt la parenthèse, ne t'inquiète pas. Donc, j'ai réenregistré ma conférence du séminaire en version développée, en version détaillée, en version plus approfondie. Parce que je me suis dit que malheureusement, je ne pouvais pas aider tout le monde, que je devais aller plus loin et que dans mon contenu, il fallait que ça aille un petit peu plus loin. Donc c'est une ressource offerte. Donc même, j'ai envie de te dire, avant même de potentiellement travailler ensemble, d'apprendre un accompagnement avec moi ou même avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas de discrimination, c'est un cadeau qui te sera d'une grande utilité. Donc, puis même dans tous les cas, si c'est pas avec moi que tu as un accompagnement et si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre, je pourrais te rediriger vers quelqu'un qui pourra t'aider. Réponds simplement à le petit sondage et le lien qui est dans la description et tout sera clair. Donc, j'avais déjà fait un contenu à peu près similaire que j'avais offert en 2019. C'était pour la journée exceptionnelle que j'avais organisée à Paris en septembre, quelques mois avant le Covid, et pour ce séminaire qui s'appelait Fin d'un monde. Et je te l'avais partagé à l'époque. Alors peut-être que tu ne me suivais pas à l'époque, et pour les plus anciens, tu l'as peut-être visionné, cette conférence qui avait été fort appréciée, puisqu'on a eu plusieurs milliers de vues quand même pour une vidéo non référencée, non répertoriée sur YouTube. Et dans ma conférence que j'ai donnée au mois de mai à Montpellier, j'ai pas pu tout dire. Forcément, c'est le principe d'une conférence de 45 minutes. Ça peut être un peu frustrant pour le public, mais même pour le conférencier, pour moi-même. Et les solutions, je les ai données, mais on a répondu à quelques questions. Mais j'ai pas pu faire une thèse. Et là, le but, c'est le cadeau que je t'offre, c'est plus un format thèse. Donc c'est une version développée. Tu as plus d'informations à chaque étape. Chaque sujet est traité en profondeur, tu as plus de chiffres, plus d'illustrations, et aussi concernant les solutions, on en parle un petit peu plus. Donc je donne les démarches à faire sur les choses que moi je fais, avec des liens, des suggestions précises, et que j'ai pas pu faire à chaque fois lors de ma conférence. Donc en toute logique, ça dure un petit peu plus longtemps que 45 minutes, il faut quand même prendre le temps et t'accrocher. Donc pour la fin de cette conférence, je vais évidemment pas divulgacher par rapport aux solutions apportées dans ce contenu, donc je vais t'en dire un petit peu plus dans cette émission, c'est le principe, mais sinon vraiment tu as tout ce qu'il faut dans ce contenu. Tu peux le voir comme la troisième partie de cette mini-série, mais je vais quand même t'en dire un petit peu plus et sous un angle différent dans cette émission. Donc pour revenir au sujet primordial de cette émission, pour tout te dire, je suis en train, exclusivité, attention, de coécrire un livre. Alors, pas tout à fait, parce que c'est plus une participation à un livre passionnant. J'ai presque la version finale sous les yeux, il me reste à finaliser ma partie, donc c'est un livre à 3 en fait. Donc il y a mon ami Nicolas Popovic, donc ça reste son ouvrage à lui, et c'est principalement, la grande majorité du livre, c'est lui qui l'a écrit, ça reste son ouvrage. Il y aura également l'économiste Olivier Delamarche, qui est très très connu, très présent sur YouTube et même très présent à la télé, et moi-même. Donc c'est un livre sur les crises et qui est intitulé, tu vas voir la logique avec cette émission, c'est pour ça qu'on va développer un petit peu plus sous un angle d'attaque différent. Le livre est intitulé « Survivre à une crise financière, sauver son épargne, sécuriser ses placements, augmenter ses gains ». Donc je me charge, entre autres, notamment de faire une étude sur les crises, en tout cas les cryptos et les crises à l'échelle macro et micro, nationale, locale. Donc tu vois, ça va être ultra pertinent. Et dans ce livre, il y a notamment un chapitre vers la fin qui est intitulé « Comment traverser les crises ». Et voilà, j'ai envie de te le résumer et t'orienter vers des choses pertinentes afin de te donner les armes en fait nécessaires pour traverser une crise, parce que là on y est dedans, une crise de tout, une crise des marchés, une crise purement humaine, écologique, de matières premières, d'énergie, bulles spéculatives, immobilières, de dette, même dette étudiante aux États-Unis, enfin bref, tout y est. Donc il y a 8 conseils dans ce livre
De toute façon, là, je te pousse pas à l'achat, hein, je te le conseille même pas, il est même pas sorti, il est même pas terminé. Donc, mais c'est vraiment, je me dis, tiens, en lisant cette partie qui n'est pas de moi du coup, mais moi je vais développer sur cette partie, je vais en faire une émission. Donc, conseil numéro 1, choisir son domaine d'activité. Alors, garde bien en tête que voilà, c'est en période de crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, choisir son domaine d'activité. Conseil numéro 2, comment investir. Conseil numéro 3, entre salariat et entrepreneuriat. Conseil numéro 4, pourquoi il faut-il détenir des sociétés. Conseil numéro 5, se diversifier à l'international. Conseil numéro 6, les talons immobiliers. Conseil numéro 7, élaborer une stratégie. Conseil numéro 8, ne jamais sortir de ses actifs et vivre avec les rentes des actifs. Donc on va prendre le temps d'en reparler et de revenir sur le sujet. Mais de manière plus globale, il faut bien comprendre que l'argent ne disparaît pas. Au contraire, même certains ils vont me dire, mais même au contraire, ils ont sorti l'imprimante, c'est des milliards et des milliards. Donc non seulement effectivement l'argent, il y en a de plus en plus, mais il change de main. Et ceux qui sont capables de le pister arrivent à capter les bénéfices. Donc paradoxalement, toute personne habituée à une forme de stabilité, par exemple un salarié, il n'y a rien de mal, hein, encore une fois, mais pour le coup c'est vraiment la définition de la stabilité, hein. C'est exactement quelle heure on arrive, quelle heure on sort, combien on va toucher, quel va être mon emploi du temps. Donc toute personne qui est habituée à une forme de stabilité, il se retrouve fort dépourvu quand la précarité fut venue. Et contrairement à ceux qui vivent dans un contexte fluctuant, très changeant, un entrepreneur, lesquels ne sont... Et en fait, ils sont peu perturbés quand il y a ce genre de changement vraiment à l'échelle mondiale. Parce que c'est une routine. Toi, c'est une norme pour un entrepreneur de ne pas être dans la stabilité. C'est le principe du chaos. C'est-à-dire que quand on est sur quelque chose que tu maîtrises très 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 bien, du moment où ça ne change pas, tout va bien. Mais le jour où il y a une bascule, ça se complique et c'est très compliqué de se rattraper derrière et de faire les bons changements. À l'inverse, quelqu'un qui a l'habitude, qui est vraiment un élastique dans la vie, et ben ça va être beaucoup plus évident pour lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, précisément, c'est ta faculté à t'adapter tout en traversant les épreuves de la vie qui vont faire que tu vas traverser les crises. Donc, ça va même te renforcer. Ça va renforcer ton mental, ça va renforcer ta combativité et t'ouvrir sur les voies de l'indépendance. C'est pour ça qu'il y a la fameuse phrase oui, mais une crise, c'est dramatique pour certains, c'est des opportunités pour les autres. On l'a tous entendu, mais c'est vrai, c'est que d'un point de vue pragmatique, la personne va dire oui, non mais très bien, sauf que quand ça vient, si t'es pas prêt, déjà si tu l'as pas anticipé, c'est un problème, mais bon, admettons, la très très grande majorité des gens n'anticipent pas, mais ils font pas les choses pour pouvoir se sortir de là. Donc, et c'est le principe, c'est ça aussi, c'est aussi la vie. Et c'est ça, s'enrichir. Donc les crises sont en quelque sorte un test, c'est un passage obligé qui te permet en fait d'entériner ton processus d'enrichissement. Et même généralement, c'est pas le montant de l'argent qui fait la richesse, mais c'est bien son utilisation. Donc, comment l'utiliser actuellement? Si tu imagines la fin d'un monde, comme moi, on n'est pas pessimiste, hein, on ne dit pas que c'est la fin du monde, on n'est pas en train de parler de collapsologie, c'est la fin d'un monde, mais il y en a un nouveau qui va arriver derrière. Et la première chose qu'on va dire, à très très court terme, c'est de rester cash, et comme beaucoup de fois, ceux qui vont avoir les plus belles opportunités, ceux qui vont faire les plus belles affaires, qui vont faire des coups de folie, c'est ceux qui ont du cash. Et là, je vous vois arriver avec vos gros sabots, non mais François, tu nous dis d'habitude, il faut avoir le moins de cash possible, faut pas épargner, faut pas... Oui, alors... il y a une différence entre épargner volontairement pour avoir de plus en plus sur son compte et livret A et se sentir bien parce qu'on a beaucoup. Il y a une énorme différence entre ça et le fait de se dire je vais quand même garder une petite partie de cash parce qu'on ne sait jamais dans 12 mois s'il y a l'immobilier qui s'effondre, je peux toujours me placer.
ou d'autres choses, on va en reparler, hein, parce que là, en ce moment, les valorisations dans l'equity, par exemple, sont en train de s'effondrer. On va revenir sur le sujet, mais c'est le moment, en fait, de se positionner dessus. Donc, le fait d'avoir du cash va te permettre de te positionner sur des choses que tu pourrais pas te permettre si, évidemment, tu n'as pas un copec. Et tu vas avoir un nombre infini d'opportunités te passer sous le nez. Bon, après, on est d'accord que le cash, ça, c'est peut-être une des plus grandes révélations de ma vie. Le cash, quand on a besoin, tu peux toujours le trouver. Là, le cash, il y en a partout. Il y a des trillions partout et partout. C'est pas qu'une question de personnes richissimes. Dans ton entourage, des proches, la famille, les collègues, les machins, les bidules, le réseau. Enfin bref, tu auras toujours à trouver du cash si tu te démerdes bien et que tu es plutôt justement quelqu'un qui n'est pas habitué à la stabilité, qui va faire en sorte de trouver une solution très rapidement. Bref, donc le fait déjà de rester cash, et on le voit actuellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchés, justement, les investisseurs se sortent des marchés, et le dollar augmente énormément, parce que les piles de dollars augmentent, et c'est aussi parce que certains ont cette stratégie-là de dire, ok, le calme après la tempête, et après on réinjecte massivement l'entièreté du cash qu'on a. Donc historiquement, et même j'ai discuté avec quelques investisseurs plus âgés que moi, qui étaient là en 2008 après la crise des subprimes. Moi j'étais beaucoup trop jeune, j'étais même pas majeur en 2018, en 2008, pardon, en 2009 je suis devenu majeur. Donc non seulement j'étais pas encore intéressé et intéressant pour moi ce genre de sujet, et en plus j'avais pas un euro à l'époque, donc ça me servait à rien. Et ces investisseurs me disaient que sur le moment, en plutôt 2010, 2011, il y avait de l'immobilier ou même sur les marchés financiers des choses qui étaient bradées. Et du moment où tu avais l'argent, tu pouvais acheter en masse. Et finalement, tu regardes, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que tu attendais une décennie et tu avais un x3, x4 sur des valeurs qui te semblent normalement pas atteignables en si peu de temps. Donc ça, c'est la première chose. Et donc on va continuer là-dessus, c'est-à-dire c'est pas juste on garde du cash et après qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on peut être paralysé aussi si on ne sait pas quoi faire. C'est facile en fait de rester cash, mais derrière qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, et puis on peut toujours faire des choses. C'est-à-dire que je le dis souvent, être investisseur, c'est pas binaire, c'est pas juste acheter ou vendre. Des fois, c'est aussi attendre. Il y a 3 possibilités: acheter, vendre, attendre. Et ce qui est même le plus compliqué pour la plupart des gens, comme Warren Buffett dirait, d'être patient. Donc, si tu veux ne pas te faire bouffer par le système, par l'inflation, par le pouvoir d'achat qui augmente, le ralentissement de l'économie, il y a quand même des choses à faire. Et très rapidement, vraiment rapidement, en 2 minutes, parce que je viens d'enregistrer la version longue que je t'offre, il y a quand même des petites choses à faire. Ce que je fais moi à titre personnel, alors je fais moins de mouvements, je pèse plus le pour et le contre de mes investissements pour qu'ils soient plus qualitatifs. Puisqu'il y en a moins, donc il se doit d'être plus qualitatif. Et c'est ce que je fais faire aussi à mes clients. Donc 5 grands piliers. Si tu m'écoutes, il y a des choses que tu m'as déjà entendu dire, mais là on va essayer d'en dire un petit peu plus d'un point de vue crise. Les 2 premiers, on va aller très très rapide, puisque même les 3 premiers, allez. Le premier, c'est l'or. Étalon or, la définition même de la défense contre la crise, et on le voit très bien en ce moment, les États qui stockent comme des malades, surtout certains États très malins comme la Russie, qui stockent mais des quantités astronomiques d'or, et à l'inverse, toujours les États qui sont pour moi, qui ont des mauvaises gestions, bradent leur stock. Au lieu d'en rajouter, ils s'en séparent, comme la France. Ensuite, bon, ça on va pas tergiverser sur l'or, mais à court terme, là actuellement, on a un marché qui est un petit peu descendu, c'est le moment de t'en procurer. Voilà, bref. Ensuite, immobilier, bon, d'une certaine manière, j'en ai parlé avec cette fameuse réserve de cash à avoir. Je pense que ça fera à peu près la même. On va avoir un léger dégonflement de la bulle immobilière sur certaines zones. Là où je suis, par exemple, et certaines zones, ça ne va pas du tout baisser, je pense. Au contraire, ça va continuer à augmenter. Pas aussi vite qu'avant, mais ça ne devrait pas descendre. Mais forcément, à Montpellier, il n'y a plus aucun endroit où on peut construire. La moindre villa, elle part
elle part en 2-2 et il n'y a aucun problème, je ne pense pas que ça va descendre. Mais dans certaines zones, ça devrait descendre et surtout, ça sera plutôt même si ça ne se perçoit pas trop d'un point de vue macro, même si on le voit déjà, parce que le nombre de transactions immobilières a vraiment descendu dernièrement, et on le voit, il y a même sur certaines villes des prix qui ont commencé déjà à descendre, mais ça va être des personnes comme en 2008 en fait, qui doivent se séparer d'un bien, qui ont eu une faillite, qui ont eu des problèmes perso, des problèmes pro, qui sont liés peut-être à d'autres choses qui sont complètement différentes et qui bradent l'immobilier parce qu'ils se doivent de sortir et de récupérer rapidement du cash. Donc c'est ce genre d'opportunité qu'il va y avoir et qu'il n'y avait pas encore il y a 3 ans parce que tout allait très bien et puis le prix de l'immobilier continuait, que l'économie était florissante, qui était soutenue par les banques centrales, même en période de Covid. Mais là, c'est plus le cas. Là, on retourne le problème, c'est-à-dire qu'on a le retour du bâton. C'est le retour du boomerang même, c'est ce que j'avais dit à l'époque quand j'avais fait des contenus pendant la période Covid. C'est-à-dire que, ok, c'est très bien, sauf que sûrement, 2 à 3 ans plus tard, il y aura les vraies faillites et il y aura la vraie économie qui va arriver, c'est-à-dire une économie pas très sexy. Donc, pour l'immobilier, c'est ça. Ensuite, 3, Bitcoin, crypto. C'est en ce moment pas trop la cote, une vraie corrélation avec les marchés financiers. Voilà, je suis friand de la théorie qui dira qu'il y a un jour, il y aura la fameuse grande décorrélation des cryptos par rapport à la bourse, c'est-à-dire qu'il y a la bourse qui pourrait s'effondrer et continuer à s'effondrer. Par contre, les cryptos, avoir un basculement de la confiance de l'ensemble des êtres humains dans ce système qui va faire que là, bim, ça va augmenter à la fois par plein de raisons, hein, anti-inflation, anti-État, voilà, vraiment une vision libertarienne qui va faire qu'il y aura ce changement de paradigme. Mais à court terme, on va faire simple, c'est-à-dire que ceux qui ont investi dans le crypto crash de 2018 sont riches aujourd'hui. Ceux qui ont investi dans le crypto crash 2020 sont riches aujourd'hui. Sauf si tu as fait des conneries, bien évidemment. Donc, je te laisse conclure la suite. Si tu as investi sur le crypto crash de 2022, finis la phrase. Mais, je ne dis pas plus. Tu pourras potentiellement lire ma partie dans le livre de la relation entre les cryptos, le Bitcoin et les crises macro et locales. Donc ça, voilà, c'était le 3e point. Et les 2 derniers, on va développer un petit peu plus. Donc le premier, c'est sur l'alternatif. Donc beaucoup vous diront que l'alternative, c'est un peu la vision qu'on a certains sur l'or. Alors l'or, c'est plutôt très grand public, mais tu regardes tout simplement les grandes familles qui ont traversé les siècles. Les Rothschild, les Médicis. La seule règle à appliquer pour traverser les crises pour elles, très 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 simple. Ça basé sur 3 actifs. Et encore, là aussi, ça démontre que pour qu'une stratégie soit applicable, il faut qu'elle soit simple. L'immobilier, on vient d'en parler. L'or, on vient d'en parler. Les œuvres d'art. Donc dans l'alternative, tu peux mettre beaucoup de choses dedans, hein, à commencer par l'art. Mais j'ai un peu étudié le sujet des familles comme ça, des très très grandes familles richissimes. C'est passionnant de voir comment elles ont géré leur richesse, à la fois leur cash, mais leur patrimoine au fil des décennies, des siècles. C'est vraiment très très intéressant. Donc un actif réel où à la fois qui a une valeur intrinsèque, qui est palpable et dans lequel tu tombes aussi dans l'émotion. Là on est clairement dans l'alternatif. Imagine-toi une œuvre d'art, hein, qu'importe l'œuvre d'art, et qui en plus est utilisable ou échangeable. Donc, il y a le cas particulier des NFT, blablabla, métaverse. Mais bon, on en reparlera plus tard. C'est la définition même de comment ces familles ont fait pour traverser les siècles. Donc, alors, je te donne plein d'exemples dans le réenregistrement de ma conférence en profondeur, donc je te fais cadeau et donc je t'ai déjà parlé. Je t'en donne plein, parce que j'ai pu en donner que 2-3 lors de ma conférence. Mais s'il y a bien un moment dans lequel investir dans ce genre de choses, c'est en ce moment. D'autant plus que les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent, même pendant des périodes de crise. Alors, c'est justement parce qu'elles appliquent les bonnes stratégies, ce dont je suis en train de te parler, mais c'est-à-dire que les riches, eux, vont faire encore plus d'argent et n'auront aucun problème à acheter des œuvres d'art
qui justement sont utiles sont dans la prestance et dans l'émotion qu'elles représentent. Et c'est tout simplement un actif réel. Donc, ok, au bout d'un moment, ton action en bourse, c'est bien beau, mais finalement, les stratégies de ces richissimes, ça n'a même pas été les marchés financiers. Ça a été les choses palpables, immobilier, or, œuvre d'art. Donc ça, c'était le 4e point. Et je peux te dire qu'en ce moment, je suis en train de surpondérer mes investissements alternatifs qui viennent de respecter l'ensemble de ces critères. Dernière chose, l'equity. L'equity, donc il y a une ressemblance avec l'œuvre d'art finalement, même si ça n'a pas l'air comme ça. Mais non seulement c'est l'économie réelle, on est sur quelque chose qui, l'argent va à quelqu'un, normalement, si le projet tient la route, si c'est pas un truc bancal, va à quelque chose qui va apporter de la valeur. On est sur une croissance, on va apporter de la valeur, de l'innovation, quelle qu'elle soit. Et on peut agir en plus sur la transition actuelle, au-delà même de ce que ça représente pour l'investisseur, pour le porteur du projet, ce fameux changement de paradigme à notre échelle, avec notre argent, sur des projets utiles, innovants, éthiques. Donc, et sincèrement, dans le monde vers lequel on se dirige, je suis persuadé que l'argent ira dans ce genre de projet et de moins en moins dans de l'equity ultra-capitaliste. Voilà, je vais donner un exemple, mais une énième néobanque qui respecte rien du tout et on est juste là pour essayer de facturer un maximum. Enfin bref, pour moi, les prochains gros ROI seront dans ce type d'equity utile. Là aussi, je ne vais pas donner d'exemple parce que ça va devenir imbuvable, je t'en donne dans la conférence. Mais non seulement voilà, tu changes les choses, tu permets une transition dans des projets éthiques pour toi, pour tes enfants, pour la planète. Il y a plein de façons de le faire. C'est pas juste on investit dans des panneaux photovoltaïques. Et de toute façon, l'equity, c'est juste du non-coté par définition. Donc c'est juste tout ce qui est hors bourse, c'est avant. Tu prends un petit peu plus de risques, mais dans une certaine façon, ça s'apprend. Il y en a qui vont perdre beaucoup d'argent en bourse, alors qu'en d'autres en equity, pas du tout. Et c'est une façon de faire, tout simplement. Ça reste par l'expérience et par l'apprentissage, l'equity. S'il y a une vraie diversification et une façon d'aller chercher les deals en equity qui va faire que, dans tous les cas, tu ne devrais pas avoir de problème. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en ce moment, juste avant, on va dire, jusqu'en 2021, la valorisation, parce que si tu n'y connais rien, en général, ça se fait, on parle de valorisation. C'est que tu rentres dans une boîte, elle est valorisée 10 millions, 30 millions, en fonction de l'état d'avancement. Si tu viens de lancer le truc, ça peut être, je sais pas, 2 millions. S'il y a déjà eu plusieurs avancées, ça fait un petit moment que le projet est là, il y a déjà de l'innovation, il y a déjà des employés, ça peut être 10 millions, 15 millions, 20 millions. Et en fait, comme avec la bourse, comme avec énormément de projets, de marchés qui avaient été pumpés par l'argent fiduciaire qui avait été injecté dans le système, les valorisations étaient devenues complètement déconnantes. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs, déjà ils levaient des fonds, c'était juste une idée sur un bout de papier, c'était un peu comme les ICO en 2017 sur les cryptos. Les mecs, ils levaient des fonds sur une valorisation à 10 millions, il n'y a personne qui avait travaillé, il n'y avait pas le moins de chiffre d'affaires, mais la boîte elle était déjà à 10 millions. Et forcément, quand ça pousse d'un côté, ça pousse de l'autre. Donc du coup, celle qui faisait déjà du cash, celle qui était déjà profitable, tu voulais rentrer sur un deal, le truc, ça avait à peine 1 an, 2 ans d'existence. Alors ok, ça faisait du chiffre et c'était profitable, c'est un critère très très important à regarder, mais ils étaient à 30, 40, 50 millions. Et là, c'est en train de se dégonfler. Parce que non seulement les investisseurs sont beaucoup plus fébriles, et surtout on vient de se rendre compte de la vraie valeur des choses en equity. Pour tous ceux qui sont dans ce marché, ils comprennent ce que je veux dire. Pour ceux qui voient ça de loin, j'espère que j'ai été clair. Mais la valorisation actuelle de l'equity, mais c'est vraiment très très récent, ça fait quelques semaines, quelques mois, grand maximum. 2022 quoi, plutôt deuxième trimestre même 2022. Les valos redeviennent ce qu'elles devraient être, c'est vraiment beaucoup plus proches d'une vraie valeur de l'entreprise. Voilà, un truc qui vient de lancer, c'est pas 10 millions, ça vaut 1 million, 2 millions. Parce qu'il y a une valeur intrinsèque. Quand tu revends une entreprise, c'est beaucoup plus facile à calculer, tu prends un certain chiffre d'affaires, tu reprends les actifs, ça c'est un vrai métier, mais c'est facile sur un papier parce que l'entreprise est déjà là. C'est à peu près la même chose, sauf que pour un investisseur, pour ça que finalement je fais cette émission, et sur ce point en particulier, tu vas pouvoir te positionner sur des valos qui ont complètement dégonflé. Donc c'est le moment aussi, c'est le moment. Et c'est pour ça qu'il faut rester cash, parce qu'on a parlé d'IMO, on a parlé d'alternatifs,
On a parlé d'autres choses. Mais là, si tu vois, si tu as du cash, que l'equity vient de se dégonfler complètement et que tu te positionnes sur des entreprises qui sont ultra disruptives, alors qu'on est en bear market, qu'on est dans un marché baissier où les gens ont peur, non seulement d'un point de vue technologie et même avancé de l'être humain, ça se fait souvent dans les périodes de crise. On construit pendant les périodes difficiles. Mais si toi, tu arrives avec ton cash d'un point de vue investisseur et que tu te positionnes dessus, non seulement tu as la bonne valo, mais en plus, tu as investi au bon moment. Parce que c'est là que les choses, que le changement de paradigme doivent se faire d'un point de vue techno, ingénierie, innovation, j'en passe, c'est des meilleurs. Et il y a plein de façons d'investir en equity. Comme je te dis, ça se restreint pas. Même l'equity utile, comme je te dis, l'equity utile, éthique, innovant, tu peux le faire plein de façons. Alors que là, par exemple, je vais proposer d'investir dans une source d'eau ou encore dans du chocolat. Donc j'en parlerai dans une prochaine émission sans doute, j'en dis pas plus parce que même moi je ne l'ai pas annoncé encore à mes clients. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai investi dans pas mal d'equity aussi très pertinents sur des sujets divers et variés, mais on va se calmer. Je me retiens pour pas que l'émission, fasse pas plus d'une demi-heure, on vient de dépasser les 30 minutes. Donc on va conclure. Dans tous les cas, si ces sujets te parlent, tu as à disposition la version développée, l'Extended Edition de ma conférence. C'est le cadeau que je t'offre. Voilà, c'est tout. Voilà. Courte émission quand même, puisque finalement, je dis tout dans ce contenu exclusif. Également, le lien pour m'avoir en direct au téléphone. Profites-en, autant que je le propose. Ça ne va pas durer 107 ans, cette affaire. Donc fais-le si c'est pertinent, au vu de ta situation, de tes questions, de tes objectifs. Ne nous fais pas perdre notre temps à toi et à moi. Donc, pour résumer, très rapidement, garde un maximum de cash investi sur ces 5 paliers en ce moment, de façon pertinente, diversifiée. Ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Et vraiment, et une stratégie. Fais les choses bien. Fais l'inverse de la masse. Facile à dire, mais c'est comme ça qu'on traverse les crises. Au pire, étudie les grandes familles, ce que je viens de te donner comme exemple, les Rothschild, les Médicis. N'hésite pas si tu as la moindre question. Je pense que c'était une bonne façon de terminer cette mini-série. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission.